Tunis à Monaco, de Beyrouth à Venise. Quelle est l'actualité du bassin méditerranéen? Bienvenue, c'est le 84e numéro du Journal de la Méditerranée. En voici le sommaire. Il y a 30 ans, 58 parachutistes français étaient tués dans l'explosion de l'immeuble Drakkar à Beyrouth, touchés par un attentat à la bombe. Une cérémonie d'hommage a été organisée mercredi. Après Google Earth pour parcourir le monde en quelques clics, voici Google Océan pour découvrir les fonds marins depuis son canapé. Une campagne de photographie sous-marine est en cours en Méditerranée. Enfin, nous rejoindrons Venise pour visiter la cité des Doges en gondole, bien sûr. Et notre guide sera une femme, la seule à exercer ce métier. S'imposer dans cet univers masculin n'a pas toujours été facile. Son témoignage dans ce magazine. Mais avant cela, la Tunisie est toujours en proie à une profonde crise politique. La tension ne cesse de monter ces derniers jours. L'opposition accuse les islamistes d'Ennahda de tergiverser sur leur promesse de quitter le pouvoir et de faire preuve de faillite sur le plan sécuritaire. 6 gendarmes et 1 policier ont été tués cette semaine par un groupe armé alors que l'essor d'une mouvance djihadiste ne cesse de déstabiliser le pays. Les funérailles ont été organisées ce jeudi, mais les familles des victimes ont refusé toute présence du gouvernement aux cérémonies. Alors, dans ce contexte, une question, la révolution a-t-elle changé le quotidien des Tunisiens, notamment des artistes? Avec ou sans Ben Ali, leur situation semble avoir peu changé. La Tunisie de Ben Ali, paradis pour les touristes et pour le clan de l'ex-dictateur. De l'ordre au prix de l'oppression de tout un peuple. Mais la révolution est passée par là. Désormais, la liberté s'écrit partout, sur les murs, dans les chansons, sur les blogs. Privés de parole pendant des décennies, les Tunisiens se lâchent. Retour vers la Tunisie de l'intérieur, celle de la misère et du chômage, là où la révolution a commencé. Tala, 250 km de Tunis. On y retrouve Oussama Bouaguila, fondateur de Zwela, un collectif de graffeurs et de taggeurs. 3 ans après la révolution et 2 ans après la victoire des islamistes aux élections, il continue le combat, ici, dans les décombres du commissariat, incendié pendant les émeutes. Toute la Tunisie a ses pauvres, mais Tala, c'est l'une des régions les plus délaissées. C'est ici que les gens ont réclamé la justice sociale, c'est ici que le message de notre mouvement prend le plus de sens. Ce Z n'est pas celui de Zoro, mais celui de Zwela, misérable en arabe. Comme le héros masqué, ces artistes plaident inlassablement la cause des plus déshérités, partout où ils passent. Si on était silencieux, si on les laissait gouverner sans rien faire, on pourrait nous le reprocher. Mais là, on va continuer notre travail. Et on va continuer à user de notre parole libre. On va continuer à militer pour la Tunisie de nos rêves, pour que tout le monde ait ses droits. Le pauvre est un mort vivant. Les pauvres exigent la justice sociale. Voilà ce qu'ils écrivent sur les murs. À Gabès, en novembre dernier, ces simples mots ont valu à Oussama et un ami d'être arrêtés et poursuivis. Ici, à cet endroit précis, c'est certain que des gens se sont fait molester. Et ça continue à tabasser dans les commissariats. Moi, par exemple, après le 14 janvier, après la fuite de Ben Ali, j'ai été arrêté 2 fois. Et les coups que j'ai reçus étaient les mêmes qu'avant la Révolution. La bande d'Oussama est à Tala, invitée par l'Association des familles des martyrs. Ici, le 8 janvier 2011, une semaine avant la fuite de Ben Ali, 6 jeunes sont tombés sous les balles de la police. Rached fait appel à Zwela pour égayer le jardin d'enfants avec ses fresques pleines de couleurs et de sens. Ça lui rappelle aussi l'époque de Bourguiba et sa jeunesse. Dans les années 76, on est arrivé un jour avec un groupe de lycéens. On a marqué une phrase qui nous est restée dans les mémoires, que le seul combattant suprême, c'est le peuple. Et pour ça, on a été punis pour quelques mois de prison à l'époque. L'histoire bégaye. Sur cette vidéo, filmée au printemps dernier, manifestation de soutien à Oussama.
À l'époque, il risque 6 mois de prison pour cet acte de gabesse, 6 mois pour quelques mots sur les pauvres jetés sur un mur, ou plutôt pour propagation de fausses informations et violation de l'état d'urgence. Il s'en tirera finalement avec une amende de 50 € pour dégradation de bâtiments publics. Cette fois, la mobilisation a payé. Réprimer la contestation de la jeunesse, emprisonner quelques artistes et activistes, faire planer la menace sur tous les autres. Presque 3 ans après la Révolution, les islamistes et le ministère de l'Intérieur n'ont pas changé de méthode. 3 semaines après la tragédie de Lampedusa, Giusy Nicolini, la maire de l'île italienne, a appelé ce jeudi les dirigeants européens à réformer la politique d'asile. Un appel lancé dans le cadre d'un sommet de l'Union européenne consacré en partie au drame des migrants en Méditerranée, mais aussi à l'absence d'une concertation efficace entre les partenaires. Près de 700 réfugiés ont ainsi été secourus dans le canal de Sicile dans la nuit de jeudi à vendredi. Il faut dire que des milliers de migrants syriens affluent sur les côtes italiennes avec un rêve, rejoindre l'Europe du Nord. Un voyage pour beaucoup d'entre eux stoppé net en raison de la fermeture des frontières. Illustration concrète à la gare de Milan avec Marion Gadea. Ils pensaient juste transiter par la gare de Milan, mais ils se sont retrouvés piégés. Il y a des bébés ici. On veut tous aller en Norvège ou en Suède. Ces dizaines de réfugiés syriens débarqués sur les côtes italiennes espéraient rejoindre l'Europe du Nord. Sauf que, faute de papier valable, leur voyage s'est arrêté dans un coin de ce hall de gare transformé en campement. En Syrie, c'est la guerre. On a bombardé ma maison. On vient ici et on ne veut pas de nous en Europe. Cet ingénieur syrien a lui aussi fui le régime de Bachar al-Assad. Un long voyage via le Liban, l'Égypte, la Libye puis la mer. 3 000 € par personne pour 5 jours de traversée et un sauvetage à Lampedusa. Une fois sur le continent italien, il espérait rejoindre l'Europe du Nord, mais il a dû faire demi-tour, refoulé à la frontière. On est allé en France refoulé, en Suisse refoulé, en Allemagne aussi. Les autorités italiennes de leur côté exigent des autres pays européens davantage de solidarité pour gérer cet afflux de migrants. En Syrie, c'est une phrase qui a retenu l'attention cette semaine, celle formulée par Bachar al-Assad. Le président syrien s'est dit prêt sur le plan personnel à se présenter à l'élection présidentielle de 2014. Dans une interview diffusée sur une chaîne libanaise, il a par ailleurs affirmé que les conditions n'étaient pas encore réunies pour des négociations de paix avec l'opposition. Pendant ce temps, le désarmement chiite se poursuit sous le contrôle de l'OIAC. C'est sans aucun doute la seule note positive dans la guerre dévastatrice en Syrie qui a fait en plus de 2 ans et demi environ 115 000 morts, poussant à la fuite des millions de Syriens. En France, les parachutistes de Pamiers en Ariège et le ministre de la Défense ont rendu hommage ce mercredi aux 58 soldats français tués il y a 30 ans dans l'attentat de Drakkar, c'était à Beyrouth. Et l'immeuble abritant des troupes françaises avait été la cible d'un attentat. 41 personnes ont survécu. Aujourd'hui encore, elles vivent avec le traumatisme de cette attaque et un sentiment d'abandon de l'État français. Voyez ce reportage de Florence Trintignac et Loïc Lemoigne. Depuis 12 ans, Éric Mohamed vit chez Jeannot, un hôtel-restaurant pour routiers dans la banlieue de Lyon. Pour les clients, c'est Éric le chômeur en fin de droit qui passe ses journées là. Je vais laver mon linge aussi. À part les patrons, personne ne connaît son autre vie. Quand il était un jeune appelé chez les paras. Sur une de ses mains, les traces d'un eczéma qui ne le lâche pas depuis 30 ans. Cette main que le monde entier a vu un jour pointer vers la lumière, les doigts écartés par la souffrance et la terreur. Il est 6h du matin, le 23 octobre 1983, à Beyrouth. Une explosion vient de détruire le Drakkar, un des immeubles qui abritait les paras français de la force d'interposition. 8 étages, réduits en un millefeuille de pierre. 73 paras sont ensevelis. Nous, sous les décombres, il y avait moi, on était 4. Un de mes collègues qui était oppressé par les sacs de sable, parce qu'ils les avaient sur le torse. Eux, ils ne voyaient pas le jour comme moi je voyais le jour, donc on se rassurait les uns les autres, quoi. 1 minute avant le Drakkar, c'est le campement américain installé à l'aéroport qui a explosé. 241 marines se sont tués. Le chaos dans Beyrouth. Au Drakkar,
les hommes sont arrachés des décombres. Pendant 3 jours, les secours vont creuser, 15 blessés comme Eric seront sortis et 58 corps. Eric Mohamed passera plusieurs mois au Val-de-Grâce. Quand il ressort, il a 23 ans, une jambe abîmée, la tête remplie d'effroi. Sa main est devenue un symbole. Et pourtant... Au niveau de l'armée, par rapport à nous, il n'y a eu aucun suivi. Aucun suivi, ni psychologique, ni rien du tout. Aucun. C'est au revoir tout le monde, quoi. Tous les paras l'appelaient le padré. Le père Lallemand était l'aumônier du régiment. En 1983, il a creusé les décombres du Drakkar pendant 3 jours, sans s'arrêter. Après l'attentat, il est l'un des seuls à comprendre que les survivants souffrent d'un profond traumatisme. Ils l'ont découvert, les jeunes, pas sur le moment, pas la première année. Ça s'est déclaré souvent 3e, 4e, 5e année. Donc, avec un petit recul par rapport à l'armée, ils n'étaient plus militaires. Donc, ils allaient trouver des psychiatres civils qui, eux, ne comprenaient pas toujours ce qu'ils avaient vécu. Chez Jeannot, Eric Mohamed fait la plonge les mois où il ne peut pas payer sa chambre. Il vit du RSA et touche 56 € de pension militaire. L'armée refuse toujours de reconnaître son traumatisme. Trop ancien peut-être, pour des médecins qui soignent aujourd'hui les blessés des conflits plus récents. Je trouve ça juste pour ceux qui ont fait l'Afghanistan, la Yougoslavie ou le Koweït, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes périodes, mais c'est les mêmes expériences. Donc je comprends pas pourquoi aux uns on l'accorde et puis aux autres on ne l'accorde pas, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison. Eric avait 23 ans quand l'armée l'a envoyé au Liban, alors dévasté par la guerre. Pour ce jeune appelé, c'était l'occasion de voir du pays. Aujourd'hui, il attend que la France se souvienne enfin de lui. L'actualité du bassin méditerranéen, c'est aussi le mariage d'un couple homosexuel franco-marocain, une union rendue possible après des mois de procédure. C'est également le congrès des responsables des sites marins protégés à Marseille, sans oublier le mystère de l'Ange Blond en Grèce. Tour d'horizon en 120 secondes, signé Marion Gadea. Ce visage a fait le tour de la planète, celui de Maria, surnommée l'Ange Blond par les médias grecs. Cette fillette de 4 ou 5 ans a été découverte dimanche dernier dans un camp de Rome à Pharsala, dans le centre de la Grèce. L'homme et la femme qui en avaient la garde ont été inculpés d'enlèvement. Quant à ses parents biologiques, ils ont été retrouvés dans un ghetto de Zigan en Bulgarie cette fin de semaine. La mère a reconnu avoir abandonné son enfant parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'en occuper. Dominique et Mohamed vont pouvoir se marier. La justice française a autorisé ce couple homosexuel franco-marocain à s'unir contre l'avis du parquet qui avançait comme argument que le mariage gay était interdit au Maroc. Cette décision de justice, la première concernant un couple binational, est d'autant plus importante qu'elle pourrait faire jurisprudence. L'arrêt est susceptible de s'appliquer à quiconque est concerné par une convention bilatérale entre la France et un pays étranger. Le parquet dispose de 2 mois pour se pourvoir en cassation, mais Dominique et Mohamed, eux, comptent bien se marier dès la semaine prochaine. La ville de Marseille a accueilli ces derniers jours le congrès des aires marines protégées. Plus de 1300 participants, 87 nations représentées et un seul et même constat, les océans qui couvrent plus de 70% de la planète sont menacés par la surpêche, les pollutions et la destruction des habitats marins. Les aires marines protégées doivent donc être étendues, mais sous certaines conditions. C'est bien de créer des aires marines protégées, mais encore faut-il savoir les gérer, et les gérer avec les populations qui y vivent, qui y travaillent et qui s'y détendent. Donc on a toutes ces approches à marquer. Marseille a été choisie pour cette raison-là, c'est qu'on a quand même des réussites dans cette ville, et notamment la création du parc national. Le parc national des Calanques à Marseille démontre en effet que la protection environnementale des océans est possible aux abords d'une métropole. Le trésor des aires marines, dont une partie des secrets sera prochainement dévoilée sur Internet. Après Google Maps pour parcourir la Terre en quelques clics, voici Google Océan pour admirer les fonds marins. La baie de Monaco est le premier site européen à être mis en ligne grâce à un partenariat avec le musée océanographique. Olivier Théron et Virgile Liado nous en disent plus. Ça a une allure de monstre marin, avec ses gros yeux. Mais cette tête-là est occupée par 3 appareils photo,
qui se déclenchent simultanément. Le dispositif a déjà été testé en Australie et dans les Caraïbes. Depuis 4 jours, il chasse des images dans les fonds marins de la principauté de Monaco. On va faire une collecte de photographies sous-marines le long du musée océanographique de Monaco pour ensuite utiliser ces photographies et créer ces fameux 360 degrés. Voici en avant-première le résultat. Les photos ont été assemblées et traitées informatiquement. Dans son navigateur internet, on peut partir en plongée. Une promenade à 360 degrés à la découverte des fonds marins, des reliefs, des algues et des poissons. Le photographe sous-marin est suivi par un plongeur qui effectue un relevé GPS des prises de vue. Pour les scientifiques, ces 2000 clichés récoltés en mi-plongée constituent une base d'information capitale pour suivre au mieux la santé des fonds marins monégasques. Ceci nous permettra dans quelques années de revenir pour faire exactement les mêmes plongées, exactement au même endroit. Ce sont les scientifiques australiens qui ont été les premiers partenaires du projet pour suivre l'évolution de la grande barrière de corail. Ces images sont déjà en ligne sur Google Maps. Le géant de l'Internet, après avoir photographié la planète, a pour ambition de dévoiler le fond des mers aux 99% de la population qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau. On ne peut pas imaginer potentiellement faire la totalité des côtes du monde entier, mais en tout cas une représentation qui permette de comprendre ces environnements. Dans le musée, un dispositif d'écran géant permet déjà l'immersion, une façon ludique de découvrir le monde marin. Début décembre, le travail de traitement des images sera terminé. Tout le monde pourra plonger au pied du rocher. Retour à la surface pour embarquer à bord du Preciosa. Ce géant des mers sillonne la Méditerranée. À son bord, des croisiéristes de toutes les nationalités. La semaine dernière déjà, nous les suivions lors de leur embarquement à Marseille. Retrouvons Catherine, Marie-France et Jean, tout juste arrivés à Gênes. L'occasion de visiter la ville, mais aussi de profiter des animations proposées sur le bateau. Après une nuit de navigation, le paquebot approche enfin des côtes italiennes. Escale à Gênes. Les premiers passagers se réveillent. Catherine, notre croisiériste en quête de tranquillité, découvre le buffet du petit déjeuner. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Déjeuner complet pour moi. Chaque matin, les passagers engloutissent 6000 petits pains et presque autant de croissants. Il y a du monde, beaucoup de monde. Faut dire c'est une petite ville sur l'eau là. Ouais. Donc ça fourmille un peu partout. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. 13 ponts plus bas, c'est jour de ravitaillement. En quelques heures, 19 000 kilos de légumes, de fruits, des litres de boissons sont chargés dans les soutes. C'est très bien, très bien. Une opération supervisée par le chef cuisinier en personne, Pierluigi Pagano. Tous les fruits et les légumes sont frais. Et vous les vérifiez tous les jours ? Tous les jours. Nous vérifions les salades, tous les légumes et les fruits. Les poireaux frais, nous en embarquons 350 kg. Le fenouil frais, 300 kg. La salade, 800 kg. Les tomates, 1800 kg. Les carottes fraîches, 2000 kg par semaine. Au maximum, nous pouvons tenir 9 jours. L'heure du déjeuner approche. En cuisine, dernière consigne du chef. On les découpe en taillant les côtés. Son défi du jour, cuisiner 300 kg de filets de poisson, du poulet et du bœuf. Du petit déjeuner au dîner, il prépare entre 40 et 50 000 plats par jour. Les Italiens préfèrent bien sûr les pâtes. Les Français, eux, sont très difficiles à satisfaire. C'est un peu difficile, mais on essaye de le faire. En surface, nos deux couples de Marseillais commencent à trouver leur marque. Cet après-midi, ils préfèrent rester sur le bateau. Catherine, elle, ne veut pas passer à côté de l'Italie. Buongiorno, is it possible to go to the central city? La visite du centre historique de Gênes. Sa place principale, ses palais et surtout sa fameuse cathédrale San Lorenzo. C'est fermé.
peu dommage. Oui, c'est dommage. Je regrette parce que je voulais voir l'intérieur, parce que l'extérieur est prometteur déjà. C'est magnifique au niveau du marbre et tout. Ça. Pas de visite, mais quelques souvenirs capturés à la hâte. Oui, c'est pour ma famille. Une dernière ruelle. Là, c'est magnifique ce palais-là, mais il est encastré. Car le temps est compté. Dans moins de 2 heures, le bateau aura quitté le port de Gênes. Ceux qui n'ont pas mis pied à terre profitent de sa tranquillité. Marie-France, elle, a enfin rencontré des Français. Après 9 heures d'escale, départ sous un ciel menaçant. Le paquebot va naviguer toute la nuit pour une arrivée en fin de matinée dans la baie de Naples. La baie de Naples que nous découvrirons ensemble la semaine prochaine pour le 3e épisode de ce feuilleton intitulé « Le bonheur est sur le pont ». Et puisque nous sommes en Italie, rejoignons Venise pour prendre place dans une gondole pour nous guider. Non pas un homme, non, mais une femme, la seule à exercer ce métier. Alexandra Haye est parvenue à s'imposer dans ce monde très masculin, non sans difficulté. La gondolière de Venise, c'est un reportage de Renaud Bernard et Gian Claudio Calderara. Au pied du Rialto, c'était immuable depuis 1000 ans. À chaque gondole, son gondolier en tricoréier et en chanson, si possible. Pour manier la pagaie, promener les touristes dans cette lourde barque en bois de 11 mètres de long, c'était une évidence, il fallait du muscle. Ce cliché, Alexandra Haye l'a fait voler en 1000 morceaux. Le public en est épaté. C'est la première gondolière de Venise. Les muscles servent surtout quand il y a du mauvais temps. Sinon, c'est très technique finalement. Ça a été 10, 11, 12, 14 heures d'apprentissage par jour, sans aucune pause, pendant 3-4 ans. 4 ans d'apprentissage à marche forcée pour obtenir les clés de la gondole et venir concurrencer les hommes omnipotents dans ce secteur depuis toujours. Aujourd'hui encore, la pilule a du mal à passer. Un gondolier, c'est comme un gendarme. Ça doit avoir de l'allure. Une femme gendarme, ça a moins d'allure. D'autant que pour embrasser la carrière, Alexandra Haye a dû convaincre la puissante corporation des gondoliers et l'un de ses maîtres, Franco Crea, professionnel des canaux de Venise depuis 3 générations. Et c'était pas gagné. Moi, j'étais un peu opposé, je dois l'avouer quand même, à l'idée qu'une femme fasse un métier d'homme. Ils m'ont tout fait, ils m'ont déchiré la bâche, jeté de l'essence sur la gondole, ils me l'ont déplacée. Elle a fait ses preuves, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le prouve. Quant aux touristes qu'elle promène 7 jours sur 7, ils ne voient pas de différence avec les gondoliers, si ce n'est que le souvenir en est plus exotique. Quand on a dit à tous nos amis qu'on allait faire un tour avec une gondolière, ils étaient surexcités. Ils attendent nos photos souvenirs avec impatience. Si ça peut inspirer d'autres femmes. Mais ce touriste américain ne croit pas si bien dire. Dans le sillage d'Alexandra Haye, Venise s'apprête à accueillir une 2e gondolière. Les femmes sont également à l'honneur à Millau avec une exposition dont la démarche est très intéressante, voire émouvante. En 1960, Marc Garanger a fait une série de portraits de femmes alors que la guerre d'Algérie secouait le pays et ses habitants. Des années plus tard, il a retrouvé ces modèles d'un jour. Si les visages ont changé, l'intensité des regards reste souvent la même. Mathilde de Flamanville, Régis de Kecker. Des regards reçus à bout portant, destin de femmes, résumés en une série de portraits noirs et blancs poignants. En 1960, Marc Garanger en a réalisé plus de 20 000 sur commande, nommé photographe du régiment durant son service militaire en Algérie. 43 ans plus tard, à la demande du journal Le Monde, il retourne en Algérie à la recherche de ces visages. Je suis arrivé dans les villages où j'avais vécu et je rencontrais des hommes jeunes de 20 ans, 25 ans, qui sait à peine s'ils savaient ce que c'était que cette guerre. Mais j'étais allé avec mes livres. Et ils feuilletaient les livres, ils disaient « Ah, celle-là, je la connais, elle habite là. » Donc c'est eux qui m'ont emmené.
Entre la colère muette de ces femmes dévoilées en pleine guerre, photographiées sous la contrainte, et leur sourire spontané des années après l'indépendance, Marc Garanger leur rend hommage, porté par l'émotion des retrouvailles. C'était un moment très fort. Voilà, et la façon dont elles ont réagi, elle est inscrite sur les images. Quelque part, c'est comme si j'avais permis à tous ces gens de se réapproprier leur histoire qui leur avait échappé en 1960. Que s'est-il passé dans le bassin méditerranéen cette semaine, mais il y a bien longtemps? De la paix des braves, proposée par le général de Gaulle le 23 octobre 1958 au jeudi noir de Wall Street le 24 octobre 1929, en passant par l'octroi du droit de vote des femmes en France le 21 octobre 1945, c'est le rétrosable de la Méditerranée réalisé avec les archives de l'INA. Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce chœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. On a fait la queue sans grenier. On a glissé 2 bulletins dans 2 urnes. Les Français et les Françaises les plus variés ont dit leurs mots, oui ou non, et choisi une liste. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent. Et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. Wall Street, 24 octobre, un cri retentit, vendez à tout prix, tous les cours vont s'effondrer. L'Amérique entre dans la crise, les Américains vont découvrir le goût aigre de la soupe populaire. En 3 ans, le nombre des chômeurs passera de 1 million à 15 millions. Après les banqueroutes et les faillites, c'est le chômage qui va s'abattre sur le plus puissant pays du monde et les émeutes vont se succéder aux manifestations et défilés d'hiver. L'Amérique a peur de ne jamais sortir du gouffre. 2 ans après le krach de Wall Street, l'Europe sera à son tour secouée par la crise et 10 ans après le jeudi noir, le monde entier allait entrer en guerre. Une atmosphère chaleureuse qui correspond aux nouvelles relations entre les deux pays. Cette paix-là se fonde sur la coopération économique et politique. C'est, a dit le roi Hussein, notre cadeau au peuple et aux générations futures. Tous les enfants d'Abraham se souviendront de ce jour. Yitzhak Rabin a lui aussi évoqué un avenir meilleur qu'il faut désormais construire, réaliser, dit-il, la grande révolution du Proche-Orient. Mais la paix a de nombreux ennemis et Bill Clinton a promis son soutien à Israël et à la Jordanie face aux forces de la terreur qui vont tenter de les faire reculer. Le journal de la Méditerranée s'achève. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec Linda Belawes. On se quitte en compagnie du groupe barcelonais Che Soudac et son rock alternatif qui a enthousiasmé les foules à la Fiesta des Suds. C'était toute cette semaine à Marseille. Très bon week-end à tous. En rythme. Cuando se cascan a te dar ayuda.